que dit Michel Foucault dans ce texte? Alors, il n'y a pas de piège. Rappelez-vous que vous êtes dans vous êtes dans une partie du programme qui traite du discours, de la parole. Si vous lisez d'ailleurs les manuels, vous voyez que il est beaucoup question de pouvoir d'ailleurs dans les manuels. Ça m'a assez étonné, mais c'est le cas. Monsieur, oui, vous leviez la main? Désolé, mademoiselle. Donc, oui. Alors là, oui, ça, ce que vous dites, c'est une thèse, mais c'est pas un argument. Pas un argument. Oui, mademoiselle. Mais, mais c'est vrai que c'est la thèse du texte. Vous avez raison. Enfin, pas que. Plus fort, plus fort. Parle plus fort, qu'on puisse vous entendre. La vérité, elle exerce une pression et c'est comme un pouvoir de contrainte sur les autres discours et qu'elle cherche, enfin le discours dit va chercher à s'emparer du pouvoir. Oui, donc là, pareil, vous êtes dans la thèse, c'est-à-dire qu'effectivement, vous dites, enfin, vous paraphrasez en gros ce que dit Foucault. Et d'ailleurs, il dit pas exactement ça, mais bon, oui, monsieur, vous leviez la main tout à l'heure. Donc, ce que vous disiez, c'est oui, le discours, en fait, c'est un moyen de s'emparer du pouvoir. Mais est-ce que Foucault dit vraiment que le discours, ce n'est qu'un moyen de s'emparer du pouvoir? Oui. Alors, c'est pas exactement ça l'idée, parce que si un discours repose sur la vérité, il peut pas être moins valide, puisqu'il est plus vrai, normalement. Oui. Foucault il dit qu'à l'aide d'un discours, peu importe le milieu par lequel on veut atteindre, on peut arriver à ses fins du moment que le discours est bien compris et que c'est ça un discours qui est vrai, donc qui manie la vérité pour nous. Rappelez-vous la thèse du texte précédent. Dans le texte précédent, l'idée, c'était que quand on intégrait de la vérité dans le discours politique, c'était pas, en fait, c'était un élément de rhétorique, si vous voulez. Quand on utilise la vérité dans un discours politique, comment dire, on ne dit pas la vérité. On dit qu'on dit la vérité, et on dit qu'on dit la vérité pour justement avoir une autorité et un pouvoir. Et donc la question du pouvoir, elle est encore centrale à l'intérieur de ce texte. Mais là, il y a quand même ce que vous avez dit, en fait, essayez de. Bon, l'idée que vous avez avancée, c'est voilà, le discours, c'est le moyen d'accéder au pouvoir. Mais lisez la première phrase du texte. Je vais la lire. Le discours n'est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce par quoi on lutte. Donc, c'est ce par quoi on lutte. Donc là, effectivement, c'est le moyen qu'on utilise pour se battre. Mais il rajoute une chose, il dit le pouvoir dont on cherche à s'emparer. Donc, l'idée là, c'est pas que le discours, c'est seulement le moyen d'accéder au pouvoir. Le discours, c'est le pouvoir lui-même. Enfin, c'est transparent. Le discours n'est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination. 3 points de suspension. C'est le pouvoir dont on cherche à s'emparer. Le discours, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Le discours, c'est certes ce par quoi on acquiert le pouvoir, mais c'est l'expression du pouvoir lui-même. Et alors, la question, c'est en quoi consiste ce pouvoir? Et ça vous l'avez dit, mais vous l'avez dit en décrivant ce que disait Foucault. Hein, donc, alors c'est la difficulté peut-être de l'exercice de philosophie, c'est qu'en lettres, on peut généralement rester à une description analytique. C'est-à-dire que vous lisez un texte en lettres, vous identifiez les figures de style, vous identifiez les procédés de narration, et à partir de ces analyses très très descriptives, vous pouvez proposer un commentaire de texte. Voilà. Mais en philosophie, on vous demande de chercher les arguments. Donc c'est plus compliqué parce que y a très rare, enfin les philosophes sont rarement des prosateurs, c'est-à-dire que bon, quand on analyse un texte de philosophie, on n'a pas besoin de chercher les figures de style, sauf dans des cas très rares. Dans des cas très rares, chez certains auteurs très rares, généralement, on n'a pas besoin de chercher le second degré, tout est très premier degré, tout est très explicite. Donc il faut chercher les thèses et les arguments. Et donc maintenant, la question que je vous pose, c'est comment est-ce qu'on met en lien le fait que le discours, c'est le pouvoir, et que ce discours, eh bien, ça vous l'avez dit, impose des contraintes. Pourquoi est-ce qu'il impose des contraintes? Comment c'est possible qu'il impose des contraintes?
Et quelle forme du discours particulière impose des contraintes à d'autres discours? Oui. Alors pas belle, oui. Alors pas belle ou oui, on peut dire pas belle ou pas forcément pas belle à entendre ou pas arrangeante ou pas agréable ou parfois qui peuvent être belles à entendre mais qui ne conviennent pas selon certaines perspectives. Donc oui, en fait, le texte parle bien effectivement du pouvoir du discours, mais pas de n'importe quel discours, du pouvoir du discours vrai, comme l'a remarqué la demoiselle. Ce discours vrai, exerce un pouvoir sur toutes les formes de discours, dit Foucault. Et en fait, il prend plusieurs exemples qui sont pertinents. Premier exemple, c'est l'exemple de la littérature. Donc, ce que dit Foucault, c'est que, vous inquiétez pas, après on écrira, on lira le texte à la lettre et on écrira. Mais là, j'explique pour l'instant. C'est la littérature. Donc, ce que remarque Foucault, c'est que, assez simplement, on a une espèce d'exigence de réalisme dans l'histoire de la littérature. Alors, c'est pas vrai pour toute la littérature, bien sûr, hein. Il existe une littérature fantastique. euh, de tout temps, il existe une forme de littérature fantastique. Alors, on la trouve d'abord dans la tradition orale, par exemple dans les contes de fées, dans les légendes ou dans les mythes. Vous avez des mythes très vieux qui sont écrits, comme par exemple, je sais pas, qui me vient à l'esprit, ce sont les sagas islandaises, quoi. Donc des récits historiques et aussi pseudo-historiques, un peu fantastiques. Et puis, vous avez toute une littérature qui se développe au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, notamment avec le roman gothique, donc avec des éléments fantastiques. Et puis aujourd'hui, vous avez de la littérature fantastique, en gros depuis Tolkien. C'est quelque chose qui est assez foisonnant, quoi. Mais en fait, vous remarquerez que bah, on distingue généralement la littérature de ce qu'on appelle la littérature de genre. C'est un peu comme le cinéma de genre. Donc le cinéma de genre, c'est quoi? Ce sont les films d'horreur, les films fantastiques. Et puis à côté de ça, vous avez le cinéma qui raconte des situations vraisemblables, réalistes, probables, réelles sans doute, enfin possiblement réelles. Eh bien, on distingue aussi la littérature qui est une littérature de genre, comme la littérature fantastique. Donc le Seigneur des Anneaux, en fait, je vous fais un tout petit peu d'histoire de littérature pour le peu que j'en connais, parce que c'est pas du tout mon domaine d'expertise, hein, mais je vous dis ce que je sais dessus. En fait, quand Le Seigneur des Anneaux a été publié la première fois, donc je crois que c'est dans les années 50 ou 60, il a été traduit en français, et on vient de refaire une nouvelle traduction il y a 4 ou 5 ans, parce que la première traduction, le traducteur avait largement modifié le texte de Tolkien pour le rendre plus littéraire. C'est-à-dire que pour que le Seigneur des Anneaux soit admis comme un texte de littérature, en France, on a jugé nécessaire de faire une traduction qui était elle-même très 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 littéraire. Alors on a changé des noms, on a... Par exemple, Baggins, enfin le personnage principal qui s'appelle Frodo Baggins, eh bien ils l'ont appelé Saké parce que ça sonnait français. Bon, ça a été traduit maintenant par Bessac. Alors il y a d'autres traductions qui disaient Bessac aussi. Bon, Baggins, bon, on aurait pu laisser Baggins aussi, ça n'était pas tellement important. Mais bon, on a eu cette espèce c'est vraiment ce que décrit Foucault, c'est-à-dire que pour réussir à ce que un récit qui n'est pas un récit vraisemblable soit reconnu comme légitime, eh bien, il faut mettre des formes qui sont extraordinaires, vous voyez. Alors que vous lisez un roman, je ne sais pas, d'Amélie Nothomb, par exemple, ou de, comment il s'appelle, celui qui écrit sur les fourmis, là, Weber, c'est pas, honnêtement, c'est quand même pas hyper bien écrit, mais comme ça peut rester assez vraisemblable, ou ça parle d'un monde que nous connaissons, ça n'a pas besoin d'être justifié en quelque sorte. Et ça, on n'y pense pas, mais c'est assez étonnant ça qu'on distingue une littérature de genre d'une littérature tout court. Pourquoi la littérature devrait-elle être soumise à la vraisemblance des événements qui se produisent dans le récit? C'est quelque chose qui, si on réfléchit, alors c'est une réflexion qui a été peut-être menée par les surréalistes, c'est une réflexion qui est absurde en fait. Pourquoi est-ce qu'on devrait soumettre le récit littéraire à la vérité? Déjà, les histoires sont des fictions, donc pourquoi on devrait les soumettre à quelque chose de vraisemblable? Oui, donc c'est très bizarre. On voit que la littérature est particulièrement influencée par cette espèce d'injonction au fait d'être vraisemblable, à la vraisemblance, à la nécessité de vraisemblance, à la vérité. Ouais. Ça, c'est le premier exemple que prend Foucault. Deuxième exemple, c'est les sciences économiques. Voilà, dans ce qu'en remarque Foucault, c'est oui, jusqu'au XVIe siècle, les sciences économiques, enfin le domaine de l'économie, c'était le domaine de la morale, si vous voulez. C'était un domaine très 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 vague, pas du tout rationnel. Et à partir du XVIe, Foucault connaît bien les sciences économiques.
avec un auteur qui s'appelle Montchrétien, on a commencé à rationaliser le discours des sciences économiques et des sciences sociales en général. Tant et si bien qu'on a aujourd'hui des théories de la richesse, des théories économiques qui sont censées rendre compte de la vérité, qui sont censées énoncer des discours vrais, qui rendent compte de la réalité. Ça c'est quelque chose d'absurde aussi, parce que, enfin, on sait bien, même beaucoup d'économistes le savent en fait, si, c'est pas possible de décrire une réalité aussi complexe que la réalité sociale avec quelques équations. C'est impossible, si vous voulez. Il y a une complexité trop importante. Donc pourquoi est-ce qu'on s'oblige à dire la vérité alors que c'est impossible? Vous voyez, c'est quelque chose qui est un peu bizarre, ça, c'est un peu bizarre. Hein. Et après, dernier exemple que prend Foucault, c'est l'exemple de l'institution judiciaire, la justice. Bon, bah, la justice, bah, il dit, bon, bah, oui, à la base, il y avait forcément une théorie du droit. Donc, une théorie du droit, c'est quoi? Eh bien, c'est une théorie qui pose des règles nécessaires pour pouvoir vivre en société, pour que l'ordre social, la paix sociale soit à peu près garantie. Mais il parle d'un tournant à partir du 19e siècle, avec l'introduction de savoirs sociologiques, psychologiques et psychiatriques. Et alors, on pourrait rajouter aujourd'hui, Foucault meurt en 85. Foucault est à peine contemporain de ce courant, juridique, mais c'est un courant juridique qui a le vent en poupe aujourd'hui. Un savoir économique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un courant économique économique et juridique qui s'appelle aujourd'hui Law Economics. Et il y a un philosophe qui parle très bien de ça, qui donne des cours au Collège de France, qui s'appelle Alain Supiot, enfin qui est un juriste à la base, mais juriste et philosophe, et qui explique très bien que on est en train de remplacer justement ces espèces de normes juridiques qui reposent sur une éthique, sur une culture, sur des valeurs comme l'équité, la dignité, la liberté, des choses comme ça, ou tout ce qu'on veut. On n'est pas obligé d'avoir ces valeurs-là. On peut juger que ces valeurs-là sont souhaitables et ce sont de bonnes valeurs. Et on le remplace petit à petit par des calculs utilitaristes, c'est-à-dire qu'on introduit la théorie économique dans le savoir vrai économique dans le droit, de sorte que la doctrine de la loi est amenée à céder sa place, à être substituée à des calculs utilitaristes, des calculs opérés par les juges eux-mêmes. Alors ça existe déjà plus ou moins aux États-Unis, puisque avant d'aller au procès, les parties peuvent se mettre d'accord pour juger pour établir un accord qui consiste en un dédommagement du préjudice subi. Mais la justice elle-même, si vous voulez, l'institution judiciaire ne fonctionne pas comme ça. Elle n'anéantit pas la loi, si vous voulez. Mais là, oui, on introduit la psychiatrie pour juger qu'un tel est fou, donc on ne le met pas en prison, on le met plutôt à l'hôpital psychiatrique. Bon, ça, on peut discuter aussi de ces choses-là pendant des heures. Hein. Et puis après, on juge que on peut calculer la valeur véritable du préjudice subi et donc calculer des peines équivalentes. Donc, on introduit de la vérité comme si c'était nécessaire d'une part et comme si c'était possible d'autre part. Or, rien ne garantit que c'est nécessaire et rien ne garantit que c'est possible. On est dans des domaines qui peut-être échappent nécessairement à la vérité, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, échappent à la vérité. Donc on voit bien avec ces trois exemples que ce discours vrai, il impose une pression très très importante sur l'ordre des discours en général, mais que ça a des conséquences pratiques. C'est-à-dire que la forme de la littérature, elle influence aussi la forme de la culture, la forme de l'économie, elle influence complètement la forme de la société, et la forme de la justice, elle influence complètement la forme concrète de la société. Non, il y a une dimension complètement politique, en fait, il y a un lien entre cette épistémologie, donc ce recours permanent à la vérité, à la prétention à la connaissance, d'une part, et d'autre part, la manière dont on agit. Ces discours ont des conséquences sur les actions réelles des hommes. C'est pas complètement anodin. Et puis la dernière partie, dont vous en avez parlé, c'est la distinction entre vérité et volonté de vérité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette distinction entre... Qu'est-ce que ce serait la volonté de vérité? Excusez-moi. Désolé. Oui, mademoiselle qui n'a pas parlé encore. Mais qu'est-ce que c'est une pensée faussée? Mais elle s'applique à qui cette volonté de vérité?
Oui, mais qu'est-ce que c'est plus méta que ça, si vous voulez, ce dont parle Foucault ici. Oui, mademoiselle. Ok, donc oui, oui, donc ce que vous dites tous les deux est exact, mais c'est encore. Alors, c'est vrai que là, peut-être que c'est peut-être un peu trop difficile pour vous. Euh, c'est un peu compliqué. Bon, il faut que peut-être que je débroussaille un peu ça. En fait, il y a plusieurs types de discours philosophiques. Euh, les discours qui portent sur la vérité, on appelle ça en philosophie l'épistémologie. Alors, le mot est transparent, vous allez être rassuré. C'est un gros mot, mais si vous comprenez l'étymologie, c'est facile. Épistémé, ça veut dire connaissance. Et logos, ça veut dire discours. Bon. Donc c'est le discours sur la connaissance. Donc, dès qu'en fait on a des discours sur la connaissance avec toutes les notions qui lui sont afférentes, donc la notion de vérité, la notion de réalité, à certains égards, sont généralement des notions qui sont rattachées à un discours épistémologique. Sauf que Foucault, mais c'est vrai que c'est difficile pour vous parce que vous n'avez pas lu Foucault, à part ces deux textes, donc bon, c'est compliqué de bien situer aussi le texte dans le contexte. Foucault est quelqu'un qui n'a eu de cesse dans ses recherches de lier justement le discours épistémologique, enfin de lier les enjeux épistémologiques aux enjeux éthiques et politiques. Foucault, c'est quelqu'un qui a travaillé d'abord sur l'hôpital psychiatrique, dans sa thèse de doctorat, qui a été publiée sous le titre de L'histoire de la folie à l'âge classique, et après sur la prison. Bon, donc, alors, en quoi consistent ces recherches? Ces recherches consistent justement à étudier les archives, les discours qui sont tenus au sujet de ces institutions, et pour voir ce qui en découle concrètement dans les institutions et dans le fonctionnement de ces institutions. Donc il y a un lien entre l'épistémologie et l'éthique, un lien entre l'épistémologie et la politique. Et il y a des problèmes épistémologiques intrinsèques qui traversent même l'histoire de la philosophie dont parle Foucault. Et ça, c'est difficile pour vous aussi de le comprendre. Alors, je vais essayer de bien expliquer pour le rendre compréhensible. Bon, il y a deux choses ici qu'il faut que vous sachiez peut-être qui vous rendront la lecture plus simple. Alors, la première chose, c'est que, bon, vous pouvez les prendre indépendamment l'une de l'autre, je vais juste noter là ici, je vous parlerai de ça après. La première chose, c'est que Foucault, dans un ouvrage d'épistémologie, qui est un ouvrage très important en épistémologie chez Foucault, qui s'appelle Les mots et les choses, ça se publie en 1966. Dans Les mots et les choses, en fait, Foucault développe une idée, développe une notion qu'il appelle, alors c'est une notion qui reviendra après dans d'autres volumes, notamment dans ses 10 écrits, qui s'appelle l'épistémé, justement. Épistémé. Alors, le mot épistémé, ça veut dire connaissance. Mais Foucault n'utilise pas le mot épistémé, enfin le concept d'épistémé en philosophie, comme étant synonyme, de manière transparente, avec connaissance. Foucault considère qu'en fait, la manière dont les savoirs se sont constitués à travers l'histoire de l'humanité n'a pas toujours été uniforme, qu'il y a différentes épistémées, justement. Et il considère qu'à partir du XVIIIe siècle, on rentre dans une épistémée qui est globalement humaniste, dans laquelle on défend des valeurs qui sont les valeurs de la liberté, les valeurs de l'individu, ce genre de valeurs qui sont les valeurs que nous avons actuellement. Et donc, cet ensemble de valeurs, ces modèles donne une forme particulière et singulière aux connaissances qui sont produites par les sociétés humaines. C'est-à-dire que la manière dont les connaissances sont constituées, le rapport que nous avons au discours vrai, change en fonction des valeurs que nous avons. Ça, c'est quelque chose qui finalement est assez facile à comprendre. Et ces valeurs, elles sont modelées par des modifications de discours. En fonction que l'on parle des choses de telle ou telle manière, qu'on les nomme de telle ou telle manière, on pose tel ou tel problème, et en fonction des problèmes que l'on pose, alors on constitue tel ou tel savoir. Très facile à comprendre, ça. Si pour vous le problème c'est de savoir, et ça a longtemps été le problème de la philosophie, c'est de savoir si quelles sont les conséquences
de l'existence de Dieu sur la réalité du monde, si pour vous ça c'est un problème, eh bien vous allez avoir une grande littérature à ce sujet-là, beaucoup de discussions à ce sujet-là, beaucoup de savoirs qui seront produits à ce sujet-là, sans même qu'on sache si ces savoirs ont une légitimité quelconque, d'ailleurs, c'est pas la question. Bon, le problème sera celui-là. Si vous vivez dans une société guidée par la théologie, eh bien, il y a une forte chance que votre savoir, tous les discours que produiront cette société seront orientés dans cette direction-là. Maintenant, si ce que vous cherchez à savoir, par exemple, si les problèmes que vous vous posez, c'est par exemple bien quelles sont les lois de la mécanique qui font que les corps matériels ont telle ou telle interaction, eh bien vous allez produire là encore des discours, une grande quantité de discours, il y en a beaucoup aujourd'hui, qui expliqueront ces phénomènes et qui répondront à ce problème. Et vous allez par là même écarter la plupart des problèmes théologiques qui sont incompatibles avec ce genre de discours-là. Donc il y a une forme d'exclusion comme ça, d'exclusion qui est le fait de justement de la vérité. C'est-à-dire que la recherche de la vérité exclut de facto tout un tas de discours qui seraient incompatibles avec la vérité. Et donc, justement, les formes de ces discours dépendent de la forme de l'épistémé, c'est-à-dire de l'ensemble des valeurs et des problèmes que l'on se pose à un moment, des valeurs que l'on a et des problèmes que l'on se pose à un moment donné, et qui orientent les formes du discours lesquels discours engagent une partie très très importante de l'humanité, puisqu'elle engage la société entière. Donc, il y a une espèce de phénomène culturel ici. Donc ça, c'est la première chose. Quand on parle de volonté de vérité, il faut la situer dans une épistémé, c'est-à-dire que Foucault considère que... alors là, c'est même pas depuis le XVIIIe siècle, parce que si vous lisez la suite du texte, vous comprenez que c'est depuis beaucoup plus longtemps. Foucault considère qu'on a cette tendance à vouloir absolument connaître la vérité, à vouloir établir la vérité. Est-ce qu'il y a quelque chose de nécessaire là-dedans? Non, pas forcément. Est-ce qu'on est obligé de fonctionner de cette manière-là? Non. Est-ce qu'on est certain que la vérité dont on parle, c'est bien quelque chose de vrai? Pas du tout non plus. Mais on a cette espèce de présupposé, cette espèce de souci de la vérité, et c'est quelque chose que l'on défend. Et puis il y a autre chose, donc ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que alors Foucault remarque dans la lignée d'un autre philosophe qui s'appelle Nietzsche, que la vérité, c'est quelque chose que l'on recherche, que l'on veut donc faire, que l'on veut mettre en lumière. Et on arrive à un point finalement, si on en est là, c'est-à-dire que la vérité, là c'est un peu plus méta, si vous voulez. La vérité, c'est un problème philosophique. C'est un problème philosophique. En fait, quand on recherche la vérité, quand on considère que la vérité a quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on fait de la vérité un problème philosophique ou un problème épistémologique. On considère que c'est quelque chose de fondamental. Nietzsche, dans la plupart des choses qu'il a écrites d'ailleurs, Nietzsche c'est écrit comme ça, c'est pas très intuitif. Nietzsche s'étonne en fait de cette espèce de quête permanente de la vérité. Et d'après lui, cette recherche permanente de la vérité a conduit notamment les Grecs à établir une métaphysique qui est complètement injustifiée et irrationnelle. Alors une métaphysique, fait beaucoup de choses pour moi. Une métaphysique, c'est quoi? C'est la croyance en l'existence de mondes spirituels. Alors Nietzsche parlait d'arrière-monde, qui déterminerait la réalité fondamentale de la structure matérielle du monde. Voilà. Et donc le discours vrai, ce serait le discours qui parlerait de ces entités métaphysiques, supramatérielles, si vous voulez, qui ne sont pas accessibles par la sensibilité, mais par l'intelligence uniquement, par l'intellect. Eh bien, Nietzsche dit, voilà, le problème, c'est que cette recherche de la vérité, elle conduit comme ça la philosophie à la métaphysique. La recherche de la vérité conduit Descartes à faire de la vérité un problème fondamental. Mais pourquoi la vérité devrait-elle être un problème philosophique fondamental? Il n'y a aucun discours vrai qui justifie le fait que la vérité doit être de manière purement normative, donc elle doit l'être, c'est pas un jugement de fait, c'est un jugement de valeur, elle doit être un problème philosophique. Pourquoi est-ce que la philosophie doit être un problème philosophique? Parce qu'il y a des gens qui veulent que la vérité soit un problème philosophique. Il y a une volonté derrière qui est en action, il y a des gens qui veulent, il y a des puissances qui veulent, il y a des communautés qui veulent, des systèmes même qui veulent que la vérité soit un problème philosophique. C'est ça la volonté de vérité dont parle Foucault. En fait, la volonté de vérité, c'est cette puissance comme ça qui
qui s'incarne certes dans les individus, mais qui les dépasse largement et par rapport à laquelle ils ne peuvent que très difficilement se décider librement, sauf à la condition d'y avoir énormément réfléchi, et qui voudront les faire vouloir la vérité. On veut la vérité. Pourquoi est-ce qu'on veut la vérité? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas autre chose? C'est bizarre. Parce que vous comprenez bien, et ça c'est la fin du texte, on y reviendra. Vous comprenez bien que la vérité, c'est quelque chose de strictement objectif, de strictement neutre. Mais si la vérité, elle est motivée par une volonté de vérité, ben cette volonté de vérité, elle n'est pas la vérité. Elle n'est pas objective. Elle n'est pas non plus neutre. Et cette volonté, son but, ce n'est pas tellement... Enfin, son but affiché, c'est d'affirmer la vérité. Mais le but de toute volonté, c'est de s'accomplir, c'est de s'imposer, c'est de se déployer. Quand on veut quelque chose, eh bien, en fait, on se met en mouvement, en action, on lutte pour avoir la chose. Et quels que soient les moyens que nous mettons en place pour y arriver. Il faut que cette volonté s'impose, en quelque sorte. Bon, la vérité, là encore, pour la volonté de vérité, c'est un moyen qu'utilise la volonté de vérité pour s'affirmer. Mais ça ne veut pas dire que la volonté de vérité use véritablement de la vérité. La vérité, elle est censée être neutre. La volonté de vérité, elle prétend à la neutralité. Mais elle n'est pas neutre, la volonté de vérité. Elle se croit peut-être neutre, puisqu'évidemment, elle croit qu'elle porte la vérité. Mais bon, elle est motivée par le vouloir, par le désir. Et ça, c'est pas du tout neutre. Et donc, en fait, c'est ça, là, finalement, c'est là que le texte arrive. C'est que le pouvoir, en fait, qu'il y a dans ce discours vrai, il n'existe, enfin, dans ce discours, en tout cas, prétendument vrai, il n'existe enfin, il existe à travers cette volonté de vérité. C'est pour ça que le discours, c'est le pouvoir. Parce que le discours, il est mu. Ça a sonné, peut-être? Ah oui, mais on fait 5 minutes de pause entre les heures. Mais je finis juste ça. Il est mu par la volonté de vérité. Il y a une volonté qui est en action. Cette volonté n'est pas rationnelle. Et ça, Foucault, cette idée, il la tire de toute la philosophie de Nietzsche, peut-être de Schopenhauer, peut-être même de Spinoza. Ce sont des gens qui ont suggéré l'idée selon laquelle l'homme était avant tout un être de désir, et il était donc avant tout guidé par la passion, par des choses irrationnelles, et non par la raison. Bon, à la lumière, évidemment, de ces choses-là que vous ne connaissiez peut-être pas, vous pouvez mieux comprendre ce texte de Foucault. La volonté de vérité, elle n'est même pas capable de comprendre qu'elle n'a pas la vérité, puisqu'elle est déjà... C'est son préjugé, en fait. C'est son présupposé de base, elle est sûre d'avoir la vérité. Bon, nous faisons une pause de 5 minutes. On va reprendre la lecture du texte, et puis je dicterai au fur et à mesure. Donc, vous sautez une ligne, vous mettez texte de Foucault, on va lire, on va expliquer, et on va essayer de terminer ça gentiment. Ça aurait été bien avec 1 heure de plus, mais on va bien avancer en tout cas. Alors, qui peut lire dans ce groupe? Quelqu'un qui a envie de lire? Lâchez, n'ayez crainte. Allez-y, vous ne l'avez jamais lu, vous? Ah bon, si vous avez lu la semaine dernière, vous? Allez-y, mademoiselle. C'est le deuxième texte. Le deuxième, nous vous écoutons. Le discours n'est pas simplement ce qui traduit les luttes ou le système de domination. Mais c'est pourquoi ce parcours en lutte, le pouvoir dont on cherche à s'emparer. Alors, je vous arrête déjà. Ah oui, alors. Excusez-moi, en fait, vous lisez très bien, c'est pas la question, c'est parfait, merci. Mais c'est juste que quand on explique un texte en philosophie, ça vous préparera pour l'année prochaine, il faut l'expliquer à la lettre, normalement, à la ligne. Donc on explique phrase par phrase, si vous voulez, autant que c'est possible, bien sûr. Alors, évidemment, l'explication phrase par phrase, elle présuppose une compréhension globale du texte. C'est-à-dire qu'on l'a lu déjà plusieurs fois avant, mais une fois qu'on l'a lu plusieurs fois avant et qu'on a une compréhension globale, on l'explique phrase par phrase. Donc je vous arrêterai à chaque phrase, si ça ne vous dérange pas trop. Donc ici, ce que dit Foucault, on l'a déjà dit, mais on peut le rappeler, c'est que le discours, donc c'est pas seulement le moyen de se battre, mais c'est l'objet du combat lui-même. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement le moyen par lequel on obtient le pouvoir, mais c'est lui le pouvoir. Donc ça, on va le noter. Notez-le. Donc, je ne dis pas pour Foucault, mais évidemment c'est pour Foucault, là on est chez Foucault. Le discours n'est pas uniquement
Le discours n'est pas uniquement le moyen de mener un combat. Le discours n'est pas uniquement le moyen de mener un combat, pour Foucault, hein, bien sûr. Mais l'objet du combat lui-même. Le discours n'est pas uniquement un moyen de mener un combat, mais l'objet du combat lui-même. L'objet, oui. Le discours n'est pas seulement uniquement le moyen de mener un combat, mais l'objet du combat lui-même. Point. Il n'est pas... C'est bon ? Il n'est pas seulement le moyen de parvenir au pouvoir, il n'est pas seulement le moyen de parvenir au pouvoir, virgule, oui, c'est pas grave. Il n'est pas seulement le moyen de parvenir au pouvoir, mais il est le pouvoir. Donc là, on est juste dans... On est presque dans la paraphrase. Maintenant, il va falloir qu'on explique. Point. En effet, le discours... Pardon ? Je ralentis, d'accord. Donc il est le pouvoir. Hein. Point. En effet, le discours peut exercer un pouvoir sur d'autres discours. La suite du texte. En effet, le discours peut exercer un pouvoir sur d'autres discours, virgule, mais il peut aussi avoir une influence concrète, mais il peut aussi avoir une influence concrète sur les pratiques et les activités humaines, mais il peut aussi avoir une influence concrète sur les pratiques et les activités humaines. Point. Donc le discours a un pouvoir. Donc le discours a un pouvoir aussi bien sur les esprits que sur les corps. Donc le discours a un pouvoir aussi bien sur les esprits que sur les corps. Ok, alors, voilà, vous pouvez, donc on va arrêter d'écrire. Donc, vous voyez, ce que je vous donne, c'est pas la panacée de ce qu'il faut faire, hein, c'est pas la question, mais bon, vous voyez que ce qu'on a fait là, c'est ce à quoi doit ressembler à peu près tout argument en philosophie ou toute réflexion. Vous balancez une thèse, donc ce qu'on a fait dans les premières phrases thèse, vous donnez les idées avec l'argument, l'explication, et après vous donnez une conclusion. Vous voyez, la dernière phrase commence par donc. On peut commencer par conséquent aussi. Vous voyez, donc on arrive à une conclusion. Il y a un raisonnement, si vous voulez. On essaie de raisonner. En cela, la philosophie est peut-être plus proche des disciplines scientifiques que des lettres. C'est d'ailleurs très étonnant que dans le cadre de la réforme du bac, enfin très étonnant en fait, c'est pas étonnant, c'est regrettable que dans le cadre de la réforme du bac, on n'ait pas jugé plutôt pertinent de réunir la philosophie avec ce de quoi elle a toujours été le plus proche, c'est-à-dire les sciences. Mais bon, dans un certain imaginaire collectif, dans une certaine épistémée, on a tendance à associer le discours philosophique aux lettres. On a tendance à penser qu'il est vrai que le discours philosophique est associé aux lettres. Est-ce que c'est bien vrai tout ça ?
Ok, alors mademoiselle, comme vous lisez très bien, eh bien je vous invite à continuer, s'il vous plaît. Je crois que cette volonté de vérité, ainsi appuyée sur un support et une distribution institutionnelle, tend à exercer sur les autres discours une sorte de pression. Et comme en tout cas, Ok, alors merci, merci. Vous lisez très bien. C'est très, très, très bien. Donc, oui, ici, il y a peut-être une idée clé dont on a parlé, mais que vous n'avez peut-être pas vue. Foucault parle d'une distribution institutionnelle. C'est-à-dire que le discours, certes, il s'incarne dans les individus. C'est-à-dire, ce sont les individus qui portent les discours. Mais les individus ne sont pas libres complètement de leur discours. Alors, c'est pas qu'ils sont pas libres de dire ce qu'ils pensent ou ce qu'ils pensent pas. C'est que dans l'ordre même de ce qu'ils peuvent penser, ils sont pas libres de décider. Ils sont pas libres en fait complètement des questions qui peuvent se poser et de la manière dont ils peuvent les penser. Alors ça veut pas dire qu'ils sont condamnés définitivement absolument à ne pas se libérer en tout cas de ces chaînes. Mais pour s'en libérer, cela demande une réflexion longue, profonde. Enfin, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. En fait, ça demande, je vais prêcher pour ma discipline, ça demande de faire de la philosophie, si vous voulez. Mais c'est l'idée qu'il y a une forme d'institutionnalisation du discours. C'est quelque chose qui est courant chez Foucault. Foucault, c'est quelqu'un qui questionne les institutions, le rôle des institutions, et qui pense que les systèmes ont une influence sur les individus. C'est pas très évident de comprendre ça toujours pour nous dans une société comme la nôtre, dans une société qui a pour paradigme principal l'individualisme orienté vers la consommation. Si vous écoutez la plupart des lieux communs au sujet de l'individualisme, on vous explique que les gens sont libres, qu'ils font ce qu'ils veulent, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. En fait, bon, c'est un peu ce que disait déjà Foucault. On a en face de nous des gens libres qui font ce qu'ils veulent, qui pensent ce qu'ils veulent, mais qui font tous la même chose et qui pensent tous la même chose. Donc bon, on peut se demander quelle est la liberté de gens qui sont tous identiques les uns aux autres, si vous voulez. Et regardez les anges de la télé-réalité, vous verrez tout un tas de personnes libres qui sont toutes les mêmes, en quelque sorte. Voilà. Donc peut-être que si elles sont toutes les mêmes, c'est qu'elles ne sont pas si libres que ça. Donc voilà, l'idée ici, hein, c'est bien ça, c'est bien que le discours, c'est quelque chose d'incarné dans le corps, mais d'un peu abstrait dans le sens où il traverse, il est porté par des institutions, et ces institutions, elles peuvent pas être très concrètes. On peut dire oui, c'est l'État, oui, ce sont les entreprises, oui, c'est la publicité, c'est, je sais pas, l'école, c'est la science, mais ces différentes institutions, si vous voulez, elles n'ont pas une forme définitive. C'est quelque chose qui est beaucoup plus transversal, qui traverse même les institutions elles-mêmes qui sont soumises à cette forme de discours, en fait. On a du mal, et je ne crois pas que Foucault le fait, ça. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas relu les mots et les choses, mais on n'arrive pas à tracer l'origine véritable de ce discours, ni à savoir exactement comment il se forme. Ça, on ne sait pas trop. On ne peut qu'observer qu'il est là et qu'il dépasse absolument les êtres, les individus particuliers et les institutions elles-mêmes qui y sont soumises et qui exercent leur pouvoir concrètement sur les individus particuliers. Bon, donc il y a des relations de pouvoir là-dedans. Bon, c'est ce qu'il fallait voir dans cette phrase. Alors allez à la ligne, et puis on peut noter que, alors, Foucault, on va quand même le mettre dedans, Foucault considère que le discours virgule, s'il s'incarne dans les individus, virgule, les dépasse et est avant tout porté par des institutions. Dans ce discours, les dépasse, les individus, est avant tout porté par les institutions. Point. De ce fait,
les discours individuels sont contraints par la forme du discours institutionnel. De ce fait, les discours individuels sont contraints par la forme du discours institutionnel. Point. De plus, les institutions réelles, ne sont que le vecteur d'un type de discours, dont elles ne décident pas toujours librement. Point. Ce discours s'inscrit dans un système de valeurs, virgule. Dans un ensemble de connaissances, point virgule. Il pose et autorise un certain nombre de problèmes, virgule. Il pose et autorise un certain nombre de problèmes, virgule. Tout en excluant d'autres. Point. Tout en excluant d'autres. Point. Dans Les mots et les choses, vous pouvez noter la date si vous voulez, mais ce n'est pas indispensable, 1966. Dans Les mots et les choses, oui, dans Les mots et les choses, Foucault dit que le discours s'inclut dans une épistémé. Donc c'est tout ce qu'on a décrit. S'inclut dans une épistémé. Et vous pouvez ouvrir une parenthèse. Que les hommes ne peuvent pas vraiment choisir librement. Que les êtres humains, comme ça on est plus inclusif, que les êtres humains ne peuvent pas vraiment choisir librement. Beaucoup d'adverbes dans cette phrase. Que les êtres humains ne peuvent pas vraiment choisir librement. Fermez la parenthèse point à la ligne. Oui. Comment ? Dans Les mots et les choses, Foucault dit que ce discours s'inscrit dans une épistémé. L'épistémé, c'est l'ensemble des valeurs, des croyances, des types de problématisation, que les hommes ne peuvent pas choisir vraiment librement. Ok, point à la ligne, on va noter encore une petite chose. C'est bon ? Ici, il est question en particulier du discours vrai. Virgule. Ici, il est question en particulier du discours vrai, virgule.
porté par une volonté de vérité. Porté par une volonté de vérité. Point. C'est en fait cette volonté qui cherche à déployer et exercer son pouvoir à travers le discours. Qui cherche à déployer et exercer son pouvoir à travers le discours. Là, j'ai déjà donné la conclusion du raisonnement. Qui cherche à déployer et exercer son pouvoir à travers le discours. Point. Le discours, en effet, n'exprime pas en lui-même le pouvoir. Deux points. Le discours, en effet, n'exprime pas en lui-même le pouvoir. Deux points. Le discours, c'est un moyen de communication. Monsieur. Le discours, en effet, n'exprime pas en lui-même le pouvoir. Deux points. Il exprime la volonté de puissance véhiculée par ceux qui le prononcent. Il exprime la volonté de puissance véhiculée par ceux qui le prononcent. Point. Alors voilà, on arrête d'écrire. C'est là qu'on voit que même les individus, en fait, ils sont pas complètement libres et ils ont l'impression, en fait, ils sont le jouet d'une force plus puissante qu'elle, qui est le désir. Et on comprend pas très bien ce qui détermine nos discours. C'est assez terrible. Pensez que Foucault est très influencé par Nietzsche. C'est la raison pour laquelle je m'autorise une lecture nietzschéenne de Foucault, même si en réalité on pourrait voir difficilement autre chose que ce que je vous dis dans ce texte-là. Ok, reprenez la lecture, mademoiselle, s'il vous plaît. Je pense à la manière dont la littérature occidentale a dû chercher à faire depuis des siècles sur le naturel, le vraisemblable, sur la sincérité, sur la science aussi, bref, sur le discours. Continuez. Je pense également à la manière dont les pratiques économiques, codifiées comme préceptes ou recettes, éventuellement comme morales, ont depuis le XVIe siècle cherché à se fonder, à se rationaliser et à se justifier sur la théorie des richesses et de la production. Je pense encore à la manière dont un ensemble aussi prescriptif que le système pénal a cherché ses assises ou sa justification. D'abord, bien sûr, dans une théorie du droit. Puis à partir du 19e. siècle, dans un savoir sociologique, psychologique, médical, psychiatrique, comme si la parole, même de la loi, ne pouvait plus être autorisée. Dans notre société, que par un discours de vérité. Très bien, très bien, très bien. Donc ici, si vous voulez, ce que fait Foucault, alors généralement, vous trouverez ça dans la plupart des textes de philosophie, j'ai donné ce texte à dessein parce que je voulais qu'il ait cette structure-là. Il donne 3 exemples pour illustrer son idée. Exemple de la littérature, exemple de l'économie, et enfin exemple de la justice. Pour montrer que son idée générale, selon laquelle le discours vrai a une influence concrète sur les esprits, sur les corps, qu'il a une influence concrète sur la manière qu'on a de se représenter le monde, eh bien, cette idée générale, elle se traduit très concrètement dans la littérature, dans les questions économiques et dans les questions judiciaires, les questions juridiques en général. Voilà. Donc 3 exemples ici, on va les expliquer. Alors vous allez à la ligne, au paragraphe, et vous notez. Foucault illustre cette idée
virgule, selon laquelle le discours, la forme du discours, selon laquelle le discours influence nos actes et nos représentations. Donc Foucault illustre cette idée selon laquelle le discours influence nos actes et nos représentations. Par trois exemples. Point. Par trois exemples. Point. D'abord, il remarque que la littérature est soumise à la vérité. D'abord, il remarque que la littérature est soumise à la vérité. Point. La qualité d'un texte littéraire dépend en partie de la vraisemblance. La qualité d'un texte littéraire dépend en partie de la vraisemblance des situations qu'il met en scène. Point. À cela s'ajoute le fait que les œuvres littéraires qui s'écartent de cette vraisemblance entrent dans une catégorie subalterne de la littérature, entre dans une catégorie subalterne de la littérature, la littérature de genre, point. Oui. Oui, ils entrent dans une catégorie subalterne de la littérature, la littérature de genre. Point. Ainsi en va-t-il du roman gothique, vous savez, arrêtez d'écrire. Vous savez, il y a un bouquin de Jane Austen, alors je ne sais plus si c'est Emma. Je crois que c'est Emma. Enfin, je sais plus dans lequel il y a donc Jane Austen, c'est une autrice britannique du 18e et du début du 19e, si je dis pas de bêtises, et qui met en scène en fait qui met en scène souvent des personnages de l'aristocratie britannique. Et donc dans ce roman-là, je sais plus si c'est Emma, ça fait longtemps que j'ai pas plongé dans Jane Austen, et qui est complètement un personnage qui, non, c'est pas Emma, c'est l'abbaye de Northanger. C'est celui-là, pardon, je dis une grosse bêtise. Et donc la protagoniste principale de l'abbaye de Northanger, en fait, c'est un personnage qui est fasciné par les romans gothiques. Alors, pas par Frankenstein, parce que je crois que Frankenstein n'a pas encore été écrit à cette époque-là, pas par le roman de Shelley, mais par le roman, alors j'ai oublié l'auteur du roman, je vais le chercher, vous savez, The Monk. The Monk, c'est le moine qui a écrit The Monk.
Oui, c'est le bouquin de Matthew Lewis. Et donc, c'est un personnage comme ça qui vit dans un monde imaginaire, qui rencontre une espèce de prétendant qui l'amène dans le manoir de son père, et puis elle a l'impression d'être poursuivie dans ce manoir par des entités paranormales et fantastiques, parce qu'elle vit dans un roman gothique, en fait. Et en fait, c'est une manière pour Jane Austen de se moquer des romans gothiques. Vous comprenez, cette espèce de sous-littérature, si vous voulez, hein, le roman gothique. Parce que bien sûr, Jane Austen, tout le monde sait que c'est de la grande littérature. Bref, j'aime bien Jane Austen quand même. Donc voilà, donc vous voyez, déjà dès le début, en fait, le roman gothique, il est un peu moqué, raillé par la littérature elle-même. Voilà. Je voulais juste le signaler. Alors, donc point. On n'a rien noté au début de la première phrase, de cette nouvelle phrase? Non. Parfait, donc ainsi en va-t-il du roman gothique, virgule, on va donner un exemple, raillé par Jane Austen. Austen, c'est comme ça. Raillé par Jane Austen dans l'abbaye de... Alors, il faut que je regarde l'orthographe exacte de Northanger. Northanger. Dans l'abbaye de Northanger. À titre d'exemple. Raillé par Jane Austen dans l'abbaye de Northanger. Ainsi en va-t-il du roman gothique raillé par Jane Austen dans l'abbaye de Northanger. Jane Austen, l'abbaye de Northanger. Comment? Oui, A-N-G-E-R, oui, Northanger. Northanger. Ouais. Donc dans l'abbaye de Northanger, virgule, de romans fantastiques tels que Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Tolkien, je ne sais pas l'écrire. De romans fantastiques tels que Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Il y a eu une expo l'année dernière à la BNF, c'était hyper bien. Vous aurez dû y aller, je ne sais pas si vous avez été. Après, c'est vrai, quand on habite à Sartrouville, on est quand même loin de Paris, mine de rien. Bien sûr, moi, je mets 1 heure pour entrer tous les jours. Paris Sud et Paris Ouest, donc vraiment proche. Le plus proche possible. Non, mais la Défense, vous n'êtes pas encore à Paris. Oui, donc le Seigneur des Anneaux de Tolkien, virgule, ou encore des romans d'Asimov, science-fiction, ou encore des romans d'Asimov. Oui. Oui, comment, pardon? Oui, tel que le Seigneur des Anneaux de Tolkien, virgule, ou encore des romans d'Asimov. Ceux qui ne connaissent pas, c'est de la science-fiction. De la sous-littérature, les enfants. Je sais que c'est de la sous-littérature, mais actuellement, on utilise tous ces mots. Le livre, on part du moment que c'est un livre qui est écrit par un auteur, c'est de la littérature. Oui, c'est la littérature de genre, oui. On l'a bien compris. On a bien compris qu'on n'étudie pas Tolkien au lycée. Moi, je me souviens, quand j'étais en... Bon, c'est une anecdote personnelle, donc bien sûr, ce que je vous dis n'est pas une vérité universelle. Disclaimer, ce n'est pas une vérité universelle. Je suis en train de généraliser, attention, warning, peut-être que je raconte des bêtises. Quand j'étais au collège, notre prof de français en 3e nous a fait étudier Barjavel, La Nuit des Temps. Mais je peux vous dire qu'il a été sacrément embêté par certains collègues et sacrément par d'autres parents d'élèves. Parce que vous comprenez, La Nuit des Temps de Barjavel, qui est un roman magnifique, d'ailleurs je vous conseille de le lire, n'est pas un roman de littérature, vous voyez. C'est pas de la littérature, ça. Faites-leur lire Balzac. C'est vrai que c'est tellement mieux lire Balzac, de se taper des phrases qui font 6 pages, où le mec ne raconte rien. C'est tellement mieux lire Chateaubriand, où cette espèce de gars nous raconte ses mémoires d'outre-tombe quand il est au bord de la mer. Mais qu'est-ce que... Il se passe absolument rien. C'est tellement mieux lire Madame de Bovary, où l'autre passe son temps à s'ennuyer, voilà. Donc, en fait, c'est vrai que Flaubert raconte bien l'ennui. Hein. Il le raconte très bien, tellement on s'ennuie quand on le lit. C'est vrai que c'est tellement plus intéressant de lire ça. Ça, c'est de la vraie littérature. Vous voyez, la littérature où vraiment, globalement, que de lire de la littérature où il se passe des choses où vraiment il y a des personnages et des choses qui sont intéressantes. Alors je dis pas qu'il faut jeter Madame de Bovary, je dis pas qu'il faut jeter Balzac, c'est très beau, c'est très beau. Même j'adore ça aussi. Mais c'est vrai que on n'a pas de raison de discriminer forcément non plus
tout ce qui n'est pas Balzac et tous ces machins-là. Céline, vous avez des gens qui trouvent encore que le voyage au bout au bout de la nuit c'est nul, parce que, vous comprenez, ça mélange le jargon avec, le jargon populaire avec le français soutenu. Mais non, mais c'est fantastique, il faut lire ça au moins une fois dans sa vie. Au moins 10 fois dans sa vie. Bon. Enfin bref, vous voyez, il y a une discrimination qui est faite par cette espèce de discours vrai. Bon alors, bien sûr, votre objection, mademoiselle, est tout à fait valide, et sans doute que les choses changeront, j'imagine. Mais là encore, anecdote personnelle, c'est que, bon, il faut que je fasse attention avec les anecdotes personnelles. J'étais en Master 1 à l'université, et on avait une espèce de cours de méthodologie pour préparer les concours, fait par un prof qui s'appelait Christian Sade, un grand spécialiste de Walras et Marshall. Et alors, il commence à nous parler de poésie. Alors, il nous demande si on connaît un peu la poésie portugaise, parce que c'est bien d'avoir de la culture générale. Alors, je dis oui, moi j'adore. Je dis j'adore Fernando Pessoa. Et alors, personne ne connaissait Pessoa, il se trouve. Et puis alors, on commence à parler de Pessoa. On adorait tous les deux Pessoa. Et puis on parle de Pessoa. Puis on se voit à la fin du cours, on parle de Pessoa. On adore tout ce qu'il a écrit. On adore sa prose, on adore sa poésie. On lit en langue originale pour profiter de la musicalité. C'est génial. Une émulation se génère là. Donc, on parle de Pessoa. Quelques cours plus tard, je lui parle de Stephen King. Parce que moi j'adore Stephen King, j'adore. Il me dit mais non, mais enfin il me dit vous ne pouvez pas lire ça, c'est pas de la littérature ça, c'est bon pour les gogos, enfin... discrimination. C'est-à-dire que Pessoa, tu as le droit de le lire, voilà, parce que quand même Pessoa, c'est bien de le caser dans un repas, je sais pas, dans une réception qui pourrait avoir lieu, je ne sais pas, à la Sorbonne ou dans je ne sais pas quel quartier sympa de Paris, vous voyez, là, vous dites que vous lisez Pessoa, vous parlez du gardien de troupeau, là, les gens sont contents, ils sont époustouflés. Vous dites que vous parlez de Stephen King, alors là, vous passez directement, presque, vous avez aux yeux de ces gens-là, de la haute société, un statut presque identique à celui d'un supporter de foot de l'OM, quoi. C'est-à-dire en dessous de tout, quoi. Voilà. Comment ? Bah oui, vous savez bien qu'il y a une hiérarchie dans la culture. Hein. C'est-à-dire que le supporter de foot, il est stigmatisé comme étant celui qui appartient à une sous-culture, qui est la culture du football. Alors vraiment, le football, c'est ce qu'il y a de plus bas presque, parce que si vous allez, faites l'expérience d'aller au virage sud, au Vélodrome, vous comprendrez pourquoi. C'est-à-dire que bon, bah oui, il y a de la violence, il y a de l'alcool quand même, il n'y a pas beaucoup de réflexion, si vous voulez. Et donc, ça permet socialement de catégoriser ces gens-là, on va dire, comme des gens qui sont dans une culture qui serait la culture du football, alors qui serait une culture inférieure. Mais il y a ça dans le cinéma aussi, si vous voulez. Vous avez d'une part la pop culture et d'autre part la culture autorisée, si vous voulez. On n'enseigne pas au lycée la pop culture, on enseigne la culture autorisée. Et alors, cette exclusion, elle repose... pour Foucault, elle repose sur la volonté de vérité, mais elle ne repose pas que sur la volonté de vérité, elle repose sur bien d'autres facteurs, bien entendu. Bref, j'ai fait une longue parenthèse. Lisez quand même Madame de Bovary, si vous avez du temps devant vous, bien sûr, hein, si vous avez du courage aussi, mais ça vaut quand même le coup. Mais ne vous privez pas de lire Le Seigneur des Anneaux, parce que ce serait des trucs fantastiques, faits pour les gros geeks qui bavent, qui passent leur vie dans leur fauteuil, et qui ont sûrement des escarres à force de rester chez eux, voilà. Non, ce n'est pas que ça, oui. Juste pour dire que quand même le Seigneur des Anneaux est plus long que Madame Bovary. Oui, c'est vrai. Oui, beaucoup plus long d'ailleurs. Beaucoup plus long. Oui, il doit faire 3 fois Madame de Bovary environ. 2 fois et demi. Ouais. Mais c'est plus excitant quand même. Enfin, j'imagine. C'est sûr que c'est pas Flaubert qui écrit. C'est sûr. Mais quand même, ne jetons pas l'œuvre de Tolkien à la poubelle au motif qu'elle parle de hobbits, d'orques et d'elfes des bois. C'est cool aussi, les hobbits. Et les araignées géantes. En plus, je veux dire une dernière chose, mais il y a souvent beaucoup d'idées philosophiques dans la littérature, notamment dans la science-fiction, si vous voulez. Si vous lisez Asimov, même si ça peut paraître ennuyeux, mais il y a quand même des choses intéressantes. Si vous lisez Ursula Le Guin, il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas dans Madame de Bovary. Bon, bref. Arrêtons de nous énerver. Revenons à nos moutons. Revenons à notre Michel Foucault. C'est pas la peine de se mettre en colère comme ça non plus. Hein. On fait de la philosophie ici. On se laisse pas aller toujours à nos émotions. On fait appel à la raison. Et on revient à notre Michel Foucault à la question de l'économie. Point. Alors, on a fini avec la littérature. Le deuxième exemple concerne l'économie.
On est à la suite. Le deuxième exemple contient l'économie. Le deuxième exemple concerne l'économie. Point. D'abord régie par des lois morales, virgule, d'abord régie IE, donc, par des lois morales, virgule, par la coutume, virgule, bon, je vous le dis, c'est pas dans le texte de Foucault, mais c'est ailleurs chez Foucault. L'économie devient, au début du XVIIe siècle, l'économie devient, au début du XVIIe siècle, virgule, oui. Ça, c'est une citation ou c'est. Non, non, c'est quoi. L'économie devient, au début du XVIIe siècle, virgule, notamment avec Montchrétien, une discipline qui pose des problèmes rationnels, virgule, une discipline qui pose des problèmes rationnels, virgule. Une discipline qui pose des problèmes rationnels, virgule. Une discipline susceptible de produire des connaissances vraies. Une discipline susceptible de produire des connaissances vraies. Une discipline susceptible de produire des connaissances vraies. Point. Or, rien ne garantit. Or, rien ne garantit qu'il puisse exister une science économique. Or, rien ne garantit qu'il puisse exister une science économique capable de décrire la réalité de manière parfaitement objective. Or, rien ne garantit qu'il puisse exister une science économique capable de décrire la réalité de manière parfaitement objective. Point. Au XIXe siècle, Mill, entre autres, Mill remarquait déjà, Mill, il est au tableau, M-I-2-L. Au XIXe siècle, Mill remarquait déjà oui, au XIXe, oui. Dans ces principes de logique déductive et inductive. Mill remarquait déjà que les sciences sociales, virgule, à cause de la complexité de leur objet, virgule, que les sciences sociales, virgule, à cause de la complexité de leur objet, virgule,
ne pouvait prétendre à des vérités universelles, ne pouvait prétendre à des vérités universelles. Point. Mais la volonté de vérité, c'est le comble, si vous voulez. Mais la volonté de vérité fait fi de cette réalité. Elle s'en fiche, si vous voulez. La volonté de vérité fait fi. Mais la volonté de vérité fait fi de cette réalité. C'est-à-dire qu'elle s'en fiche, quoi. Elle la méprise, si vous voulez. Fait fi donc de cette réalité, deux points. Tout ce qu'elle désire, c'est que la vérité triomphe dans tous les domaines. Tout ce qu'elle désire, c'est que la vérité triomphe dans tous les domaines. Virgule. Tout ce qu'elle désire, c'est que la vérité triomphe dans tous les domaines, virgule. Même là où il n'y a aucune chance qu'elle puisse triompher. Même là où il n'y a aucune chance qu'elle puisse triompher. Il y a un peu de fanatisme là-dedans. Les fanatiques de la vérité. Même là où il n'y a aucune chance qu'elle puisse triompher. On n'est pas loin d'être chez Nietzsche, là, quand même. Nietzsche décrivait Descartes comme une espèce de fanatique de la vérité, un obsédé de la vérité, presque un maniaque, en fait. Ouais. Il y a de la psychologie chez Nietzsche. Nietzsche juge que ses adversaires philosophiques sont des malades mentaux, parfois. Soit ils n'ont rien compris, soit ils sont malades. Bon. Est-ce que Descartes était malade? Sans doute pas. Est-ce que c'était pas un malade de la vérité? Peut-être que si. Il était un peu malade. Une douce maladie. Point. Enfin, Foucault prend l'exemple du système judiciaire. Point. Si, bon, oui, on va. Si le domaine juridique est d'abord subordonné à un système de valeurs, si le domaine juridique est d'abord subordonné à un système de valeurs, virgule, il est lui aussi gagné par le souci de rationalité de ses décisions. Il est lui aussi gagné par le souci de rationalité de ses décisions. Point. On est presque au bout. Or, cette rationalité, ça sonne à 25, hein, bon, on n'aura pas le temps de finir, dommage. Or, cette rationalité doit procéder d'un certain savoir, certaine vérité, d'un certain savoir, virgule. D'une certaine vérité. Allez, on attend encore une phrase et je vous libère. D'un certain savoir, virgule, d'une certaine vérité, point.
Ainsi, la justice cherche dans la médecine, virgule, médecine, virgule, dans la science économique, virgule, bon, ça c'est le courant Law and Economics, dans la science économique, virgule, des justifications rationnelles de ces décisions. Point, et on terminera la prochaine fois. Des justifications rationnelles de ces décisions. Point. Voilà. Donc le cours sera